Mais on va redescendre en fait les caractéristiques d'un problème. Alors ça, c'est quelque chose de très important et j'aimerais beaucoup insister là-dessus et remettre un coup de marteau. C'est beaucoup plus simple de résoudre un problème que de vendre des... C'est la fameuse blague, c'est plus facile de vendre un Doliprane à un mec qui a mal à la tête que de vendre des vitamines. Et n'oubliez jamais le modulo qui suit, le marché de la vitamine est beaucoup plus gros que le marché des Doliprane. C'est intéressant comme point. C'est beaucoup plus simple de vendre un Doliprane à un mec qui a la migraine que des vitamines. Pourtant, le marché de la vitamine C, c'est 7 fois le marché du Doliprane. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui prennent des vitamines que de gens qui ont mal à la tête. Mais vendre de la vitamine C, c'est le boulot le plus dur au monde. C'est du marketing, c'est extrêmement compliqué. Il faut convaincre les gens d'acheter quelque chose dont ils n'ont pas forcément besoin. Et il faut réussir à susciter et créer un besoin. Si c'est votre première boîte, nous, l'un des conseils qu'on donne, c'est avant de rentrer sur le marché des vitamines, rentrer sur le marché des painkillers. Et c'est pour ça qu'on s'adresse à la question des problèmes. On viendra après pour tous les gens qui ont l'impression de ne pas résoudre un problème, mais que leur idée est quand même géniale. Alors, un problème, c'est quoi? C'est d'abord, est-ce qu'il est réel ou pas? Alors ça, c'est l'un des sujets les plus compliqués. C'est vraiment un sujet, nous on a carrément démissionné avec les entrepreneurs. On a démissionné quand les gens apply et nous parlent de leurs problèmes. On n'essaye même plus de les convaincre que le problème est artificiel. Parce que je ne sais pas pourquoi, c'est comme dire à un mec que Dieu existe ou Dieu n'existe pas, ça rentre dans des considérations religieuses. Pourtant, c'est relativement objectivable si un problème est réel ou pas, comme c'est relativement objectivable qu'on ne peut pas savoir un certain nombre de choses, mais les gens sont hystériques sur ce genre de sujet. Donc, il vaut mieux éviter le débat. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un problème est réel? Un problème est réel au sens où on constate un impact réel et on constate que les gens le vivent, ce problème. Et c'est tout simplement la différence entre j'ai une idée qui va changer le monde et qui est assez sympa, et parce que les gens vont réussir à trouver une bonne raison d'utiliser mon produit, avec il y a tant de gens qui tous les jours se plaignent de tel sujet. Ou moi, personnellement, je n'arrive pas à faire résoudre tel problème, etc. Deuxième caractéristique, c'est que le problème est en croissance. Alors ça, c'est un point important. Il existe des très bons problèmes, mais ces problèmes sont en décroissance. Prenons un exemple d'un très bon problème, mais qui est une très mauvaise opportunité entrepreneuriale parce qu'il est en décroissance. Tiens, imaginez que vous êtes sur le marché de la transition énergétique. Il y a un problème, c'est d'isoler sa maison. D'accord? Pendant longtemps, c'était un marché en croissance, parce que toutes les maisons étaient à isoler. Donc c'était le bon moment de se lancer. Parce que la masse des maisons disponibles était en croissance. On construisait de plus en plus de maisons qui avaient besoin de plus en plus d'isolement. Il s'est passé deux choses sur ce marché-là. Premier, c'est qu'on construit de moins en moins. Ce n'est pas parce que la demande est de plus en plus faible, c'est juste qu'on a de plus en plus de mal à construire pour plein de raisons. Puis deuxièmement, c'est typique d'un marché où aujourd'hui les acteurs en place, comme le marché est décroissant, qu'il y a de moins en moins de maisons à isoler, ont une position dominante et c'est très dur pour un nouvel acteur de rentrer. C'est typique d'un très bon problème, mais qui est une très mauvaise opportunité de marché parce que la croissance n'est pas dans le bon sens. C'est la différence entre fabriquer des ordinateurs personnels dans les années 80 et de fabriquer des ordinateurs professionnels. Les gens qui fabriquaient des ordinateurs professionnels ont tous fait faillite. Tous. Tous ceux qui fabriquent des ordinateurs personnels ont créé des histoires incroyables. Pourtant, si vous regardez les chiffres de l'époque, dans les années 80, le marché de l'ordinateur professionnel, c'est un truc géant. Et si vous regardez le marché de l'ordinateur personnel, c'est tout petit. Mais la différence entre le marché de l'ordinateur personnel et le marché de l'ordinateur professionnel, c'est que professionnel, il était en train de stagner, et personnel, c'était une exponentielle. On vendait tous les ans 3 fois plus d'ordinateurs personnels que l'année d'avant. Alors oui, c'était des tout petits chiffres, mais c'est des gens qui ont cru au fait que ça allait continuer comme ça, ad vitam aeternam, jusqu'à atteindre les 1 milliard ou 1 milliard 500 millions de PC dans le monde. Donc c'est une liquidité sans fin et une liquidité permanente. C'est typique de est-ce que mon problème est en croissance ou est-ce que mon problème n'est pas en croissance. Et il y a des problèmes qui deviennent complètement, qui du jour au lendemain disparaissent du marché. Prenons par exemple
Je pense à ça à cause de Volkswagen. Prenons l'exemple des pots d'échappement à filtre. Vous savez, il y a des sous-traitants dont le boulot est de faire des pots d'échappement qui filtrent le diesel pour que les émissions de fines particules soient moins importantes dans l'air. Volkswagen semble connaître quelques petits gros hacks là-dessus, qui ont un peu mal tourné. J'ai organisé un voyage dans la vallée, il y avait une boîte comme ça qui faisait machin, et ils voulaient absolument visiter Tesla. Et sur le coup, je n'ai pas percuté. Je n'ai pas percuté pourquoi ils voulaient visiter Tesla. Et le mec demande à Tesla quelle technologie de pot d'échappement ils utilisent. Et j'ai trouvé génial celle-là. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est effectivement, c'est un problème, les pots d'échappement, mais il existe des voitures qui n'ont pas de pot d'échappement. Il n'y a pas de pot d'échappement sur une voiture électrique. Il n'y a pas d'émission sur une voiture électrique. Mais vous rigolez tous, et c'est vrai que c'était pas évident. Donc, typique, il faut faire très attention, est-ce que le problème est en croissance ou pas? Et il faut faire très attention à, est-ce que vous êtes dans une situation où le marché va être encore pertinent ou pas? Il y a des problèmes qui, tout simplement par des solutions technologiques qui n'ont rien à voir avec votre marché, qui font disparaître le marché. Ensuite, est-ce que le problème est définissable? Alors ça, c'est, je pense, la partie la plus intéressante, et je vais vous lire un petit poème. Et ouais, j'ai entendu c'est mon côté romantique. Je suis tombé là-dessus récemment, et ça m'a halluciné. Qui connaît Nicolas Boileau? Non mais faites pas les malins, c'est rhétorique comme question. Hop. Alors je pense que vous connaissez le début de ce poème, mais j'avais jamais réalisé que cette citation était un poème qui était une vraie leçon d'entrepreneuriat. Ouais, alors évidemment, quand Google vous lâche. Vous avez vu Facebook, Tinder et Instagram down le même jour? Vous imaginez la perte de sens de notre génération en une soirée? Tinder, Instagram, Facebook. Mais qu'est-ce que les gens ont fait pendant une soirée? Alors, écoutez ça, parce que c'est assez dingue. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et repolissez. Ajoutez quelques fois et souvent effacez. Première leçon d'entrepreneuriat de l'histoire. On la reprend. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Très important ça dans l'entrepreneuriat. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. À chaque fois que vous tombez sur un entrepreneur dont le pitch est pourri, vous pouvez vous dire toujours la même chose, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Parce que les gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire, ils ont toujours un pitch très très clair. Après, on peut ne pas savoir ce qu'on fait pendant longtemps et finir par comprendre ce qu'on fait. Ça fait partie du processus. Je ne suis pas en train de vous dire de travailler le pitch artificiellement. Parce que vous pouvez travailler le pitch artificiellement, mais c'est assez mauvais. D'ailleurs, c'est une des positions de The Family qui est, je pense, la plus compliquée. On refuse de donner des cours de pitch à nos entrepreneurs avant qu'ils soient matures. Pourquoi? Parce que s'ils deviennent bons en pitch avant de devenir bons avec leur boîte, ils se mentent à eux-mêmes. Si vous prenez tous les accélérateurs, incubateurs, etc., qui ont des programmes intenses, où le premier sujet, c'est d'apprendre aux gens à pitcher, ils rendent les gens complètement fous sur est-ce que leur boîte existe pour de vrai ou pas. Parce que comme leur pitch a un effet magique sur les gens, eh ben, ils se trompent complètement sur est-ce que c'est parce que mon pitch est bon ou parce que ma boîte est bonne. Et alors, c'est là que ça devient génial. Hâtez-vous lentement. Hâtez-vous lentement. C'est exactement l'histoire de vous devriez avoir des objectifs à la semaine et pas au mois. Vous devriez aller le plus vite possible, mais tout en ayant des objectifs de petits pas. Vous devez faire des petits pas pour que ça devienne une exponentielle. Et sans perdre courage. Bon, ben, je pense que le message est à peu près clair là. Vous voyez où il veut en venir. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. N'hésitez jamais à effacer tout ce que vous faites et recommencer à zéro.
Principe de l'itération. Aujourd'hui, on appelle ça un pivot. Au XVIIe siècle, on appelle ça remettre à l'ouvrage. Ouais, je vais réintroduire le remettre à l'ouvrage. As-tu remis à l'ouvrage? Ce serait vachement plus sympa quand même. Est-ce que tu as pivoté? Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ne pensez jamais qu'un produit est fini. Ne pensez jamais que quelque chose est fini. Vous pouvez toujours améliorer. Ajoutez quelquefois, et alors là c'est quand même le meilleur, ajoutez quelquefois et souvent effacer. Et alors ça c'est une leçon incroyable parce que je ne sais pas comment l'expliquer aux gens. Il est très 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 souvent beaucoup plus judicieux d'effacer ce qu'on a fait plutôt que de rajouter quoi que ce soit. Il est souvent beaucoup plus judicieux de supprimer des features que d'en rajouter. Il est souvent beaucoup plus judicieux de tout balancer par la fenêtre plutôt que de faire quelque chose. Et ça, c'est un poème de Nicolas Boileau. Alors, je connaissais la citation, mais je n'avais pas pris conscience que c'était un poème. Et ça résume à peu près bien cette histoire de est-ce que le problème est explicable ou pas. Et alors, c'est un vrai sujet parce que le problème de la définition du problème, c'est que vous devriez le prendre comme un avertissement sur à quel point votre projet va être facile à exécuter ou pas. Encore une fois, entendez-moi bien, il y a des problèmes pas du tout définissables. Si vous prenez un Airbnb, si les types avaient essayé de définir le problème Airbnb avant de faire Airbnb, ils n'auraient pas fait Airbnb. C'est un point très important. Parce que le problème Airbnb, il faut passer 3 ans dedans pour le comprendre. Si les mecs de Capitaine Train avaient essayé de définir le problème avant de faire Capitaine Train, ils n'auraient jamais fait Capitaine Train. Parce qu'il faut être 24 heures sur 24 dans l'industrie du train pour comprendre où le train va. Ça ne veut pas dire que Airbnb ou Capitaine Train n'ont pas pris des risques inconsidérés. Airbnb, c'est typique des boîtes qui ont pris un risque complètement inconsidéré, mais qui en étaient conscients. D'ailleurs, la différence entre un Airbnb et une boîte qui aurait fait la même chose en France ou qui a fait la même chose en France, c'est qu'en France, 3 mecs dans un salon qui glandent, ils auraient été à la Failcon et ils auraient expliqué à quel point c'est dur. Aux US, ils n'ont pas lâché, ils ont pris des cartes de crédit et ils ont poussé le truc jusqu'à finir par comprendre. Donc, c'est un problème aussi de rapport à ce qu'on fait et de rapport à la clarté de ce qu'on fait. Et c'est vraiment important de comprendre que si votre problème n'est pas définissable, si en un mot, vous ne pouvez pas définir… Par exemple, prenez, tout à l'heure, on me demandait The Family. Il y a une question que je préfère beaucoup plus à qu'est-ce qu'on fait plutôt que quel problème on résout. Le problème de The Family, il est très, très, très simple. Il est vachement définissable. D'ailleurs, il répond à peu près tous les critères. Je vais vous le faire très rapidement. Est-ce que le problème est réel ou pas? Alors, le problème de The Family, c'est quoi? C'est comment aider quelqu'un à faire une grande boîte. C'est pourquoi en France, on commence en voulant devenir Google et on finit en Web Agency. Il est là le problème de The Family. Il est tout bête. Il est pourquoi des grandes boîtes en France n'émergent pas. Et pourquoi il n'y a pas plus de grandes boîtes et pourquoi tout ça. Prenons les critères. Est-ce que le problème est réel ou pas? Il me semble à peu près réel. La Vallée a produit une boîte qui vaut plus d'1 milliard par trimestre sur les 10 dernières années. Et elle en a produit 3 par mois l'année dernière. Je vous montre l'accélération. La France en a produit 2 sur la même période de temps. 2. Vous passez de 1 par trimestre pendant 10 ans à 1 par mois d'ailleurs l'année d'après. Et nous, on en a produit 2. Criteo, Blablacar. Et puis, on a une Blablacar. Je peux vous dire que dans le genre résilience, travail, impossibilité, ça se pose là. Ils ont mis 16 ans. Je souhaite à personne de galérer aussi longtemps avec sa boîte. À personne. Ça demande un niveau d'énergie, de résilience, de folie qui est pas donné à tout le monde. J'aurais jamais passé 16 ans à croire à covoiturage.fr. Je vous le dis, hein, je ne sais pas qui fait du covoiturage ici, ça m'intéresse à titre de stat. C'est marrant. Tiens, c'est vachement. Et vous devriez regarder la tête de tous les gens qui font du covoiturage. Il n'y en a pas un qui a la même tête. C'est hyper intéressant. Non, mais c'est typique des boîtes complètement incompréhensibles. Il n'y a pas de segment de marché. Ouais. Ils n'en savent rien. En fait, ils disent, eux, oui, tu veux dire quelque chose? Oui, oui, attention. Attention à la règle des 3 mois. Success is obvious, Blablacar pendant 7 ans n'était pas un succès. Et c'était obvious. Je veux dire,
Quand on dit à quelqu'un success is obvious, le corollaire, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher. Le corollaire, c'est qu'il faut recommencer et recommencer et recommencer jusqu'à ce que ça marche. Blablacar, c'est quoi la mythologie que les gens ont de Blablacar? C'est un type qui a eu une idée, parce qu'il était en vacances. Il a mis un site internet pour que des gens puissent prendre des trajets. Il a attendu pendant 12 ans que ça décolle, et puis après, il était sur un roller coaster. Mais c'est pas ça. C'est un type qui, pendant 7 ans, a fait tous les mois une nouvelle version de Blablacar jusqu'à ce que ça finisse par décliquer. Et le jour où ça a décliqué, le jour où Blablacar a pris de la croissance, c'était obvious. Je veux dire, il y a 8 ans, quand ça a commencé à vraiment décoller, ils ont tous plongé. Francis, il a quitté son boulot. Fred, il a quitté son boulot. Le troisième, là, dont j'ai oublié le nom, il avait un poste de VC à Londres. Il s'est fait pitcher Blablacar. Son fonds n'a pas voulu investir dedans. Il a quitté son boulot de VC. Il les a rejoints. Je veux dire, il y avait success is obvious. C'est juste que success can take very, very long time to be obvious. Et c'est ça, en fait, le problème. Et la règle des 3 mois, c'est que j'ai jamais vu une boîte mettre plus de 3 mois à décoller. Au sens où tu peux recommencer. Et si tu veux, pour moi, Blablacar, c'est des gens qui, pendant 7 ans, ont créé 50 boîtes. Eux prétendent que c'est leur framework confiance qui a fait décoller Blablacar. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne sais pas à quel point c'est... Et d'ailleurs, je ne sais pas à quel point c'est possible, ne serait-ce que de répondre à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont jamais lâché et ils ont fait des versions radicalement différentes. Ils ont fait, tu vois, cette histoire de framework bla, 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 c'est génial comme truc. Mais pour découvrir ça, ils ont testé plein de choses. Avant, ils matchaient les gens sur la musique. Ils ont matché les gens sur les relations. Ils ont matché les gens sur les profils sociaux. Puis un jour, ils se sont dit, mais putain, le truc, c'est qu'est-ce qui fait qu'une expérience de covoiturage se passe bien? Est-ce que les gens parlent? Est-ce que les gens parlent un peu, beaucoup, moyennement? Et c'est le fameux bla, 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 bla. C'est que tu peux choisir si tu es du type à parler un peu ou beaucoup. Est-ce que le problème The Family est en croissance? Bah oui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent être entrepreneurs. Et il y a de plus en plus d'opportunités entrepreneuriales. Est-ce que vous savez pourquoi il y a de plus en plus d'opportunités entrepreneuriales? On va voir à quel point vous comprenez les hypothèses dans lesquelles vous vivez. Pourquoi dans cette salle, il y a 50 mecs qui veulent devenir entrepreneurs? Et pourquoi dans ce pays, il y a tous les mois plus de gens qui veulent devenir entrepreneurs? Ouais. Parce qu'il n'y a plus de sécurité de l'emploi. Si c'était vrai, le premier pays au monde en termes d'entrepreneuriat serait l'Afghanistan. C'est plus... Alors si c'était vrai, la Jamaïque serait le premier pays fournisseur d'entrepreneurs. Parlez fort que les gens entendent. Exactement. C'est aussi con que ça. Il y a une corrélation directe entre le coût dans un pays à se lancer et le nombre de gens qui se lancent. C'est tout bête. Après, derrière ça, les gens trouvent des raisons personnelles. Et c'est toujours la différence entre un raisonnement macro et un raisonnement micro. D'un point de vue micro, je suis sûr que tu fais ta boîte parce que tu as envie de kiffer. Je suis sûr que toi, c'est parce que tu as peur d'être au chômage. Je comprends. Je suis sûr qu'il y a plein de gens ici. Je suis sûr que dans cette pièce, il y a autant de gens que de raisons de se lancer. Mais d'un point de vue macro, ce n'est pas ça la question. D'un point de vue macro, ce n'est pas pourquoi vous vous lancez, mais c'est pourquoi vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire parce que la barrière à l'entrée, tous les mois, se réduit. C'est aussi bête que ça. Ce qui veut dire que la barrière à l'exit monte. Pensez à ça aussi. C'est que par définition, plus il y aura d'entrepreneurs, plus ce sera les entrepreneurs de plus grande qualité qui survivront. Il y a 10 ans, on pouvait réussir en étant très mauvais dans l'entrepreneuriat. Vous imaginez pas, moi je vais vous raconter une anecdote personnelle. Il y a 10 ans, quand j'ai lancé un site internet, il y a plus que 10 ans maintenant, il faut que j'arrête de dire 10 ans, parce que je commence à être vieux. Donc il y a 15 ans. Donc il y a 15 ans, quand j'ai lancé un site internet d'antiquité. Regardez la vie d'un entrepreneur à l'époque. Vous faites un site internet d'antiquité. Vous le mettez en ligne. Alors, vous mettez quoi en ligne? Vous mettez une page HTML. Il n'y a pas de design. Tout le monde s'en fout. De toute façon, personne ne sait ce qu'est le design. Vous pouvez même mettre, vous savez, du texte, vous vous souvenez de ça? Qui défile comme ça, de la droite à la gauche. Et vous êtes dans le top technologique parce que vous allez faire du JavaScript. Là, les gens, ils arrivent et disent « Waouh, le texte, il défile ». Vous êtes seul. Comment vous recevez les paiements? Vous les recevez par virement bancaire. Il n'y a pas de paiement de carte bleue, il n'y a pas besoin de confiance. Les gens font des virements. Imaginez, à l'époque, vous avez des gens qui achètent des antiquités à Tours, des antiquités de Tours, un type qui s'appelle Oussama, qui a 15 ans, qui met une photo de lui en ligne normale, avec un compte en banque en Suisse et une boîte en Uruguay.
Parce que le seul endroit sur Terre qui accepte les mineurs, c'est l'Uruguay. Et les gens font des virements pour acheter des meubles. Normal. Normal. Vous croyez vraiment que ça aujourd'hui c'est possible? C'est mort. Parce que c'était le royaume de l'amateur, parce que c'était le royaume de l'Internet, et que quand quelque chose est nouveau, les gens font n'importe quoi parce que personne ne s'est encore fait arnaquer. Effectivement, j'ai jamais arnaqué personne. Mais à un moment, le business model aurait pu être de ne jamais livrer aucun meuble. Hein. Franchement. J'ai mis des années à comprendre ça, que j'aurais gagné 100 fois plus d'argent en livrant jamais aucun meuble. Il n'y a pas de conditions générales d'utilisation, il n'y a pas de contrat. Et comment vous faites pour amener des gens sur votre site internet à l'époque? Comment? Les annuaires? Ouais, même pas, ça n'existe pas encore. Alors si, pardon, tu vas sur yahoo.com, qui est un annuaire. Je voulais dire, tu n'avais même pas plein d'annuaires, tu avais un truc. Tu allais sur yahoo.com, tu mettais ton site. Alors c'était génial, yahoo.com. C'est arrivé, on disait, qu'est-ce que fait ton site? Tu dis, je fais des antiquités. Est-ce qu'il vend ou est-ce qu'il expose? Tu dis, il vend. Et tu étais dans la catégorie vente, antiquité. Et tu avais 60 000 visiteurs par jour. Parce que tous les mecs dans le monde qui cherchaient antiquité, c'était le seul site sur lequel ils pouvaient aller. Il y en avait, vous croyez que ça existait, le gros hacking? Après, tous les mecs de cette génération, ils viennent faire les malins. Je les appelle les enfants de la bulle. Ils viennent, ils disent, ouais, moi je suis entrepreneur. C'est des mecs qui sont entrepreneurs depuis les années 2000. Ils ont gagné de l'argent en 2000 et comme par hasard, ils n'ont jamais rien fait après. Mais je comprends, parce qu'en fait, ils étaient sur leur yacht ou je sais pas quoi. Mais en fait, non. Ils ont essayé de faire plein de choses, mais ça a tout le temps foiré. Et pourquoi ça foire? Parce que ces mecs sont complètement décorrélés des besoins d'aujourd'hui. Prenez un exemple. Qui connaît sefaireaider.com ici? Alors, c'est normal que personne connaisse, d'ailleurs. C'est la démonstration. Se faire aider, c'est le site qui a levé le plus d'argent il y a 2 ans, en 2013, en France, en seed. C'est le fondateur de seloger.com. Seloger.com, ça a l'air de ne pas être un branque. C'est quand même un mec qui a fait une boîte, il gagne plusieurs centaines de millions, qui arnaque je ne sais pas combien d'agents immobiliers par mois en France. Et un mec qui arnaque des agents immobiliers, moi je trouve qu'on est dans le top du top. Quoi. C'est le mec qui arnaque des arnaqueurs. Ça commence à être de la suprématie. Et le mec de Se Loger, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait une boîte, il a fait Se Loger, il se croit malin. Il aurait dû faire coup d'État, il aurait économisé beaucoup d'argent à ses investisseurs. Il lève 7,5 millions, il dépense 6 millions en pub et il ne fait pas 1/100 des chiffres de Star of Service. Pas 1/100. Je connais les chiffres de Se Faire Aider de Star of Service. 1/100. Star of Service, c'est 2 mecs en calbut qui ont 110 employés dans le monde et qui ont lancé 60 pays. C'est ça, la nouvelle génération de mecs. Et ces genres de mecs, les mecs comme Se Faire Aider, ils perdent face à ce genre de mecs. Parce que les mecs de Star of Service, ils font tout eux-mêmes. Le mec de Se Faire Aider, il prend 500 000 € pour aller voir un consultant SEO. Le consultant SEO le pompe de haut en bas, de gauche à droite, en travers. Et le mec n'a même pas un site qui tourne. Parce que la nouvelle génération d'Internet est une génération hyper compétente. Et c'est devenu hyper dur de faire sortir un site. Quand vous voyez ce que Star of Service fait en termes de spam, de gros hacking, de machin, pour sortir du lot, vous dites, mais qu'est-ce que tu veux aller acheter une pub sur TF1? Comment acheter une pub sur TF1 peut sauver face à ça? Et c'est typique de cette transformation de génération. Et c'est aussi pour ça que la barrière à l'exit est de plus en plus élevée, parce que la barrière à l'entrée est de plus en plus faible. Avant, on aurait tous été sur sefaireaider.com. Pourquoi? Parce que le mec qui pouvait lever 6,5 millions, avant était le seul mec qui pouvait se lancer. Et parce qu'avant, un mec qui avait un monopole de fait. Aujourd'hui, vous levez 6,5 millions et vous pouvez vous faire détruire par 2 mecs en calbut qui ont levé 10 000 €. Pas une blague, hein. Et j'adore cette histoire de 2 mecs en calbut parce que la première fois que j'ai visité leur bureau, ils étaient à 2. Faut imaginer ce qu'est le bureau de Star of Service. Vous avez 2 mecs dans un bureau avec 5 écrans sur le mur et qui sont toute la journée à taper sur leur ordinateur. C'est stellaire. Vous n'arrivez même pas à croire que ça puisse exister, ce genre de choses. Ils ont 110 employés, ils ont rencontré 2 personnes. Tout le monde est en télétravail en ligne. Ça défie toutes les règles du management, du bon sens et de la logique. Les mecs sont dans un environnement quantique, en fait. Ils sont pas dans la physique classique. Et ils inventent des choses. Nous, ils sont une source d'inspiration, mais pour 80 boîtes chez nous. Mais réellement. Maintenant, à chaque fois que j'ai un mec un peu lent, un peu fatigué, etc., je dis, ouais, va passer 1 heure avec Star of Service. D'ailleurs, il faut que je finisse par faire une vidéo avec les mecs de Star of Service. Ils sont à Paris, ils sont en banlieue, je sais pas où. C'est en dehors du périph'. Donc c'est pour dire quoi.
Donc, est-ce que le problème de The Family est définissable? Bah oui, assez simplement. Je vous l'ai fait tout à l'heure. Est-ce qu'il est gros? Est-ce que c'est un gros problème? Alors, la taille des problèmes, en fait, le sous-jacent de la taille des problèmes, c'est la taille des marchés. Gros problème sur l'histoire de la taille des marchés, il n'existe aucune source fiable sur ce qu'est un marché, à part l'instinct d'un fondateur ou le bon sens. Je vais essayer d'expliquer ça. C'est le fameux, tout à l'heure, c'est qui me posait la question, marché de frontières, voilà. C'est là où je vais essayer d'expliquer ça. Le marché, c'est un objet théorique qu'on a inventé pour faire une abstraction sur quelque chose d'assez simple, qui est combien de gens sont prêts à acheter quelque chose. Il y a une façon assez simple de comprendre le marché. Imaginez que vous faites des prothèses pour unijambistes et que vous essayez de vendre ça à l'équipe de natation de la Jamaïque. Quelle est votre probabilité que vous ayez un product market fit? Être 0. Alors dit comme ça a l'air évident, vous rigolez tous, vous comprenez ou vous dites où c'est qu'il veut en venir. Mais en fait, je veux en venir à un fait que le problème des marchés, c'est que ça se résume souvent à une question aussi simple que combien de personnes ont besoin de quelque chose. Alors le problème, c'est quoi? Il y a 3 problèmes sur les marchés. Première chose, c'est qu'on ne peut pas demander aux gens s'ils veulent quelque chose ou pas. Il y a des gens qui achètent des choses alors qu'ils n'auraient jamais pensé en avoir besoin. Quand j'étais petit, il y avait une blague, c'est qui a besoin d'un téléphone portable? Et la réponse, la blague, c'était un Golden Boy au cas où ils sortent de sa voiture. Alors, je ne sais même pas si vous savez ce qu'est un Golden Boy, c'était les mecs qui travaillaient à la bourse, parce qu'ils avaient le téléphone dans leur bureau, ils avaient le téléphone dans leur voiture. Et la blague, c'était qui a besoin d'un téléphone portable? Le Golden Boy, parce qu'entre le bureau et la voiture, il a besoin d'un téléphone portable pour le temps où il marche. Et on n'imaginait pas que qui que ce soit d'autre aurait besoin d'un téléphone portable. Et si vous aviez demandé aux gens à l'époque s'ils avaient besoin d'un téléphone portable, les gens auraient dit non, je n'ai pas besoin d'un téléphone portable. Maintenant, on met un téléphone portable dans les mains des gens, on le fait payer quelques centaines d'euros, on fait payer un abonnement à quelques dizaines d'euros, et ça devient l'une des industries les plus lucratives de l'histoire de l'humanité. C'est le revenu net des opérateurs télécoms est délirant. Quand vous voyez qu'un Free peut venir avec une offre à 19 euros et gagner de l'argent, ça vous fait réfléchir sur le niveau de marge des mecs avant. C'est vraiment un délire, en fait, l'industrie du téléphone. D'ailleurs, les mecs qui font de la télécom dans le monde, si vous prenez à peu près chaque pays dans le monde, vous avez un mania local, il y a une sorte de Xavier Niel local, c'est le mec qui a fait fortune dans les télécoms. Par exemple, qui est le mec le plus riche d'Ukraine? Le mec qui fait des télécoms en Ukraine. Qui est le mec le plus riche de Grèce? Le mec qui fait des télécoms en Grèce. Qui est le mec le plus riche d'Israël? Le mec qui fait des télécoms en Israël. C'est un jeu, il n'y a qu'aux États-Unis où c'est pas vrai. Mais c'est parce qu'aux États-Unis, il y a les États-Unis qui sont un pays plus grand que chaque État. Mais par contre, si vous regardez le mec le plus riche de Californie, alors ça marche pas, mais le mec le plus riche de l'Iowa, c'est sans doute le mec qui fait des télécoms en Iowa. Je ne le connais pas, mais je suis sûr qu'il y a un mec en Iowa qui gagne beaucoup d'argent comme ça. Et regardez un Patrick Drahi qui a bâti une fortune à dette, juste en rachetant des opérateurs télécoms et en faisant rembourser la dette avec les bénéfices des clients. Le mec a réussi à emprunter pratiquement 100 milliards, je crois, ou 50 milliards. Les chiffres sont tellement dingues que je suis un peu perdu. Mais simplement sur une promesse qui est que là où un opérateur faisait 30% de bénéfices, avec lui, il va faire 40% de bénéfices et il va utiliser les 10% de bénéfices pour rembourser la dette. Et comment un type peut arriver dans une boîte et passer une boîte de 30 à 40% de bénéfices juste en mettant des cost killers? C'est tout simplement parce que c'est des boîtes qui ont des cultures de la dépense délirantes. Ce n'est pas des boîtes qui ont des cultures de l'économie, puisque vous n'êtes pas dans le retail, vous n'êtes pas à chercher chaque micro-marge. C'est des boîtes qui faisaient 80-90% des bidas, personne n'a jamais compté à aucun étage. Donc quand vous avez un mec qui vient et qui compte à tous les étages, il y a du cash qui sort par la fenêtre, en fait. Parce que, tout simplement, il y a des efficiences. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que même quelque chose d'aussi évident que le téléphone, tout le monde est passé à côté. Tout le monde. D'ailleurs, je regardais il n'y a pas si longtemps un film avec mon petit-neveu qui est Piège de cristal. Je ne sais pas si vous avez vu ce grand film culturel extraordinaire. Et je regarde le film, et pour moi, c'est quand même le film, quoi. Et je lui dis, ah, ça t'a plu? Il me dit, ouais, bof. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, ouais, mais c'est pas très réaliste comme scénario. Je dis, quoi?
Mais pourquoi pas très réaliste? Il me dit oui, il aurait pu prendre son téléphone portable et appeler les secours. Comment t'expliquer? Et alors je lui dis, bah oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Et là, bon, il avait 8 ans. Quoi? Mais comment les gens faisaient? Il a commencé à me poser toutes les questions. Il me disait, mais comment les gens ils faisaient pour prendre un rendez-vous? Bah tu sais, moi je me souviens plus. C'est vrai, comment les gens faisaient pour prendre un rendez-vous? Comment les gens faisaient pour travailler? Comment les gens faisaient pour envoyer un texto? Comment les gens faisaient pour je sais pas quoi? Enfin, vous imaginez le nombre de choses qui nous paraissent absurdes. Et pourtant, si vous regardez à l'époque, personne n'aurait cru. Une autre histoire dans le même genre. Vous savez qui est passé à côté du distributeur de billets? C'est Bank of America. C'est une histoire que j'adore parce que c'est pour moi la faillite du consulting, cette histoire. C'est dans les années 70, le patron de Bank of America rencontre un petit jeune. Imaginez un mec de 20 ans qui est en stage et il vient montrer à son patron une sorte de cabine. Il faut voir la tronche du premier distributeur. Il dit au mec, bah, tu vois, le client, il met une carte, il rentre son code, il choisit la somme d'argent qu'il veut, il y a de l'argent qui sort. Et le patron de Bank of America est complètement fasciné. Il dit, c'est un truc de génie, c'est génial ce truc. On va le lancer. Et au lieu de le lancer, qu'est-ce qu'il fait? Il convoque McKinsey ou je ne sais pas qui. Et les consultants de McKinsey arrivent et doivent déterminer si c'est une bonne idée ou pas. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque pour déterminer si c'est une bonne idée ou pas? Exactement, fait une étude de marché. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni, c'est la plus grande étude quantitative dans l'histoire de l'humanité, c'est le distributeur. Il faudrait vraiment que je retrouve par qui c'était. Il me semble que c'était BCG. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils réunissent des Américains dans des villages paumés partout et ils les mettent dans une pièce, ils font une démonstration du distributeur et ils demandent aux gens s'ils sont prêts à payer $1 de plus par retrait pour utiliser le distributeur. Et puis les gens ils regardent, ils disent oui, mais comment je vais faire pour me souvenir de mon code? Vous savez, moi j'ai pas de mémoire. Et puis la carte, je peux la perdre, et si je la perds et que quelqu'un a mon code, il peut me voler de l'argent. Et puis machin, et puis machin. Et les mecs remontent un nombre de problèmes complètement délirants. Et il y a un board de Bank of America où les mecs décident que finalement ce gosse n'est pas un génie et que ce n'est pas une bonne idée, quoi. Et parce que le marché n'est pas là. Parce que de toute évidence, personne ne vaut de distributeur. Pendant ce temps-là, il y a une autre banque, Wells Fargo, qui est la plus vieille banque de San Francisco, qui a installé des distributeurs de billets par hasard, vous savez où? Sur les campus. Alors pourquoi sur les campus? Je trouve ça génial comme histoire. Parce que qui a besoin d'argent à des heures où les banques ne sont pas ouvertes? Les étudiants. Les mecs sortent, ils boivent des coups, ils passent leur temps à se prêter de l'argent entre eux, et bien là, ils vont au distributeur, ils retirent et ils payent leur tournée quand ils n'ont plus d'argent. Et puis, des fois, ils ont besoin d'argent pour payer leurs cours, leurs livres, leur machin. Aller à la ville et aller à la banque en ville, c'est chiant. Perdez 2 heures. Et Wells Fargo, juste sur le marché des distributeurs sur les campus, a gagné une fortune. Mais une fortune. Et puis, je ne vous raconte pas l'histoire parce qu'il faut comprendre le business model des distributeurs de billets. C'est que les distributeurs de billets ne vivent pas sur les retraits, ils vivent sur les retraits que vous faites dans une autre banque que la vôtre. Vous savez combien votre banque paye à une autre banque quand vous faites un retrait et que ce n'est pas votre banque? C'est entre 1 et 5 euros. C'est un délire. C'est des cash machines, les distributeurs de billets. Plus rien ne justifie ça. Mais à l'époque, pourquoi ça justifiait? Parce qu'à l'époque, faire un retrait chez Bank of America, avec une carte Bank of America, alors que vous êtes chez Wells Fargo, c'est Wells Fargo, ou l'inverse, qui prête de l'argent en Bank of America le temps d'être remboursé par la compensation. Et c'est des taux d'intérêt de court terme qui étaient hyper élevés. Parce qu'à l'époque, les taux d'intérêt étaient super élevés. Et au lieu de l'avoir présenté en termes de taux d'intérêt et en termes de prêt, ils l'ont présenté en forme de frais de transaction. Ce qui fait que les taux d'intérêt sur 30 ans se sont écroulés, mais les frais de transaction sont restés pareils. Parce que c'était la transaction qui était valorisée et non pas, qui était à l'époque indexée sur un taux d'intérêt qui, dans les années 80, était déliramment haut. Et aujourd'hui, il est déliramment bas. Et donc, résultat, c'est un autre exemple de cette très grande difficulté à avoir une réalité de taille de marché. Et alors, il y a 2 types de marchés. Je vais essayer de trouver des meilleurs mots. Il y a les marchés qu'on conquiert et il y a les marchés qu'on construit.
Peut-être plus clair comme ça. Les marchés qu'on conquiert sont des marchés évidents et qui sont évaluables. Ou par exemple, vous allez vous dire, moi j'attaque, je sais pas, le marché de la banque de détail. Le marché de la banque de détail, c'est un chiffre à peu près fiable. Même quand McKinsey essaie de l'évaluer, il ne se trompe pas. Par contre, imaginez que vous lanciez par exemple sur le marché de la réalité augmentée. Et bien là, McKinsey se trompe tout le temps. Ou Roland Berger, ou je ne sais pas qui. Pourquoi ? Parce qu'ils évaluent une hypothèse et ils la tirent de façon linéaire. Et donc, ils ne savent jamais évaluer correctement. Il faut savoir que toutes les études d'évaluation de marché de création sont soit surévaluées, soit sous-évaluées. Elles ne sont jamais au bon endroit. Pourquoi ? Parce que c'est très très dur de prédire le futur. C'est quelque chose que les gens ne savent pas faire, prédire le futur. C'est quelque chose que personne ne sait faire, prédire le futur. Et donc, c'est là que commence la difficulté. C'est que vous avez besoin d'avoir confiance dans est-ce que votre marché est gros ou pas. Donc, deux cas. Soit vous êtes en train de conquérir un marché qui est déjà saturé. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire confiance aux études Xerfi, aux études, je ne sais pas quoi, il y a qui comme grand acteur qui sort des études à longueur de journée Comment Gartner, voilà, je cherchais le mot. Vous pouvez faire confiance aux études Gartner. Par contre, si vous êtes dans un marché que vous êtes en train de construire, c'est-à-dire sur un usage nouveau, je ne sais pas, la robotique, le bitcoin, etc., la seule chose à laquelle vous pouvez penser, c'est de vous demander, est-ce que si je résous l'ensemble des problèmes, le marché est gros ou pas ? Et tout simplement de retourner le problème. Quel est le sujet ? Le sujet, c'est que la plupart des entrepreneurs prennent un risque produit assez faible, prennent un risque techno assez faible, prennent un risque exécution assez faible, mais ils prennent un risque marché hyper élevé. Parce qu'ils se disent, si mon truc marche, eh ben ce sera tout petit. Par exemple, on a reçu un slide deck d'Apply cette semaine où un mec nous disait qu'en 2020, il gagnerait 20 000 € par an. Et je l'ai trouvé génial, celle-là. Effectivement, il y a peu de chances qu'il gagne plus de 20 000 € par an et il cherche 300 000 € à lever. Mais il est où son problème ? Le problème, c'est qu'il n'a pas compris un raisonnement de base. C'est que les gens qui investissent, c'est pour gagner de l'argent. Ce n'est pas du mécénat. Mais c'est tout simplement une mauvaise évaluation de ce qu'est une taille de marché. Effectivement, s'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de boîte. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'il y a une boîte. C'est parce qu'il y a un problème très courant, très gros, très récurrent. Et qui en plus est en croissance et donc vous laisse de la place pour toute la concurrence. Et donc j'espère que c'est un peu plus clair entre cette idée de frontière et de marché, je ne sais même plus ce que j'avais dit. Ouais, disruptif. C'est tout simplement, est-ce que vous êtes en train de construire un marché ou est-ce que vous êtes en train de conquérir un marché ? Et alors, vraiment, tout change. Quand vous êtes en train de construire un marché, ce qui compte, c'est à quel point vous pouvez vous projeter dans ce marché et à quel point toutes les projections que vous faites sont réelles. Alors que quand vous êtes en train de conquérir un marché, tout ce qui compte, c'est le marketing. Tout ce qui compte, c'est votre capacité à voler un client au voisin et à faire croire que votre solution est meilleure que celle du voisin. Quand vous conquérez un marché, la concurrence compte. Quand vous construisez un marché, la concurrence ne compte pas. On va essayer de faire un tableau comme ça avec tous les critères et voir qu'est-ce que ça implique. Parce que c'est vraiment, ça change tout en fait. Comment dire, ça simplifiera beaucoup des conseils que vous recevez. Prendre un exemple, il y a des gens qui disent une start-up ne devrait pas faire de marketing. Il y a des gens qui disent une start-up ne devrait faire que du marketing. En fait, les deux ont raison. C'est juste que les gens qui conquièrent un marché devraient être marketing driven. Les gens qui construisent un marché devraient rien en avoir à faire. Est-ce qu'il faut avoir un bon produit ? Est-ce que vous avez besoin d'avoir un produit excellent ? Il y a des gens qui disent que tout est dans le produit. Il y a des gens qui disent rien n'est dans le produit. Ben, si vous construisez un marché, le produit ne compte pas. Vous en foutez, vous êtes les premiers. Je veux dire, les gens seront bien contents. Quand vous voyez les solutions Bitcoin, je ne sais pas si des gens ici sont dans le Bitcoin. Mais moi, à chaque fois que je vois une solution de Bitcoin, ça fait mourir de rire parce que ça me rappelle l'Internet dans les années 90. Vous avez des gens qui, très légitimement, dans leur boîte, vous disent ouvre le terminal, tape /dièse bit 300 en te grattant sur la tête et tu verras le résultat apparaît. J'ai dit, puis quoi encore ? Alors que ce serait complètement inadmissible s'ils étaient en train de conquérir un marché. Et vous voyez, elle est là l'excellence. L'excellence, c'est que vous devez comprendre en fonction de ce critère qu'est-ce que vous avez besoin de faire et qu'est-ce que vous n'avez pas besoin de faire. À l'inverse,
Est-ce que vous avez besoin d'apporter une valeur ajoutée extraordinaire? Quand vous construisez un marché, oui. Quand vous conquérez un marché, non. Contre-intuitif, celle-là. Les gens qui conquièrent un marché saturé, quel est toujours leur raisonnement? Leur raisonnement, c'est de dire « je dois faire mieux que la concurrence ». Mais vous ne devez pas faire mieux que la concurrence. Pour conquérir un marché saturé, il suffit de faire aussi bien que la concurrence. Il suffit juste de le faire plus vite, plus fort, en le disant plus souvent. Si vous arrivez à convaincre les gens que vous êtes le meilleur en n'étant pas meilleur, vous gagnez un marché saturé. Alors, prenez un exemple. Slack. Regardez Slack. Qui utilise Slack ici? Vous l'utilisez tous parce que ouais, je suis con. On vous le fait utiliser. Slack n'a rien inventé. Rien. Tout ce qu'il y a dans Slack, c'est IRC. Vraiment. Et c'est pour ça que c'est un produit magique. Pourquoi Slack est une boîte magique? Parce qu'ils ont simplement réussi à réunir des gens qui avant ne se parlaient pas. Les techs et les non-techs. Et ils ont réussi à faire un produit universel. Tout le monde aime bien leur violet chatoyant. Tout le monde aime bien leur logo qui tourne. Tout le monde aime bien leurs petits effets visuels. Tout le monde aime bien ce côté un peu girly que Slack a. Ces mecs sont dans l'universel et le milieu dans tout ce qu'ils font. D'ailleurs, je vous invite à lire le mémo du patron de Slack qui s'appelle « We don't sell saddle here », S-A-D-L-E, « We don't sell saddle here », qui est un mémo qu'il a écrit 2 semaines avant le lancement de Slack et qui est une leçon sur la conquête des marchés saturés. Une leçon. Et il dit dedans, on ne va pas essayer de faire mieux qu'HipChat, on va juste le faire parfaitement. Il y a une différence entre faire quelque chose parfaitement et mieux. Mieux, ça veut dire que vous apportez de la valeur ajoutée. Il n'y a aucune valeur ajoutée objective entre Slack et HipChat. Aucune. C'est juste que Slack est plus convaincant. C'est juste que Slack est plus émotionnel. C'est juste que Slack est plus ambitieux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une valeur objective entre Slack et HipChat. Parce qu'ils sont en train d'innover à un tel rythme, et pour une raison assez bête, Slack a 1 milliard sur un compte, HipChat n'a rien. Donc, après, le jeu peut se retourner. D'ailleurs, maintenant, regardez, c'est un cas très intéressant, Slack. Slack, c'est une boîte qui n'invente rien sur un problème massif, gros, et que tout le monde a, la communication en entreprise. Et ils commencent en faisant un copycat d'un produit HipChat ou autre, IRC, et ils le font tellement bien qu'ils arrivent à conquérir une part de marché énorme. Et une fois qu'ils sont dans cette position, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent un nouveau marché. C'est quoi le nouveau marché de Slack? C'est remplacer l'email. C'est de créer un nouvel objet de communication et un nouveau centre où vous remplacez la to-do, l'email et tout ce que l'entreprise conserve dans une interface de communication en temps réel. Et vous devenez le système d'exploitation de l'entreprise. Le système d'exploitation de l'entreprise, c'est ce que Slack veut devenir. Mais ils n'ont pas été ça au début. Au début, c'était un système de chat et ils ont vachement bien exécuté. Et donc maintenant, ils peuvent être autre chose. Donc en plus, la définition de votre boîte est mouvante. Au fur et à mesure que vous avancez, mais vous devez avoir une vision très claire. Est-ce que je suis en train de conquérir un marché ou est-ce que je ne suis pas en train de le faire? Alors, question, à quel point le problème que vous adressez est difficile? Alors ça, c'est un point important. J'en parle en long, en large et en travers dans la vidéo. Et je me suis dit que j'avais oublié de vous dire quelque chose. C'est que difficile égale barrière à l'entrée. Difficile égale plus que vous faites est difficile, moins d'autres gens le feront. Et plus ce que vous faites est difficile, et plus vous aurez une chance de pouvoir bâtir une position dominante sur le long terme. Et trop d'entrepreneurs choisissent la facilité pour avancer. Vous ne devez pas choisir la facilité, vous devez choisir la simplicité. C'est très subtil, il y a une différence entre la facilité et la simplicité. La simplicité, c'est qu'à un problème donné, vous choisissez toujours la solution la plus simple. En philosophie, ça s'appelle le rasoir d'Occam. Je vous invite à lire un seul article Wikipédia dans votre vie. C'est l'article Wikipédia sur le rasoir d'Occam, O-C-K-A-M, qui est un principe en philosophie, qui est un type qui a fait un truc qu'on fait assez peu en France, un Suédois. Il a fait ce qu'on appelle de la philosophie, je suis désolé pour la parenthèse, mais vous allez voir, c'est important. Il fait ce qu'on appelle de la philosophie quantitative. C'est qu'il essaie de rentrer les principes de philosophie dans une grille de lecture statistique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'ensemble des théories scientifiques d'une époque. Il a noté leurs difficultés de 0 à 10. Est-ce que la théorie est simple ou compliquée? Et il a regardé laquelle était la bonne et laquelle avait gagné. Prendre un exemple qu'il prend dans son livre,
le système de Ptolémée vs le système elliptique. Je ne sais pas si vous avez fait un jour de l'astronomie antique, le système Ptolémée essaye d'expliquer pourquoi la Mars en juillet recule. Si vous regardez la trajectoire de Mars dans le ciel, la planète fait ça, elle avance, elle avance, elle avance, puis à un moment elle s'arrête, puis elle recule, elle s'arrête, puis elle réavance. Et alors, pour expliquer ça, vous imaginez, vous êtes un astronome antique, vous surveillez Mars, vous voyez que Mars fait une pause, retourne en arrière, repart, alors que tout le monde semble tourner autour de vous. Ça, un peu compliqué à expliquer pourquoi vous êtes le centre du monde. Et Ptolémée a inventé une explication du système solaire qui est d'une complexité complètement absurde, où en fait, tout tourne autour de la Terre, mais dans des cercles différents et avec des centres de gravité différents. C'est-à-dire que Mars ne tourne pas autour de la Terre, tourne autour d'une planète qui elle-même tourne autour de la Terre. En fait, l'explication, elle est toute bête, c'est que on tourne autour du Soleil et qu'on ne tourne pas à la même vitesse que Mars. Et que donc, tout simplement, comme c'est des ellipses, il y a une planète qui fait ça, pendant que l'autre planète fait ça. Et donc, vous voyez, il y a un moment, on se croise, on recule, et c'est simplement une illusion de flou. Et l'explication la plus simple l'a remporté. Et il s'est amusé à faire ça dans toute l'histoire des sciences, et il a appelé ça le rasoir d'Occam, il porte son nom, Occam, qui est le fait qu'on peut passer au rasoir les théories scientifiques, et qu'en général, c'est la théorie la plus simple. Mais simple, ça ne veut pas dire facile. Il y a des solutions très simples qui sont très compliquées. Prendre un exemple. Question d'un entrepreneur récemment. Comment faire pour... c'est toujours très, très embarrassant. Je vais la reformuler autrement. Comment faire pour gérer la demande utilisateur qu'on n'arrive plus à gérer par le logiciel? La solution la plus facile, c'est d'embaucher, mais ce n'est pas la solution la plus simple. Parce que si vous embauchez, c'est facile. Vous avez de la demande qui progresse, vous avez des employés qui progressent, et vous avez une solution de facilité. Mais pourquoi ce n'est pas la solution la plus simple? Tout simplement parce qu'elle ne scale pas à l'infini. Donc ça peut être une solution temporaire, mais ça ne peut pas être une solution simple. Et la solution la plus simple dans son cas à lui, c'est tout simplement d'embaucher plus d'ingénieurs et de souffrir le temps que ça passe. Mais ce n'est pas la solution la plus facile. Parce que souffrir le temps que ça passe, ça fait mal. Il faut travailler 3 fois plus, il faut mettre les ingénieurs sous pression, il faut mettre l'équipe produit dans un environnement où ils n'ont pas envie d'être. Mais ce n'est jamais une solution d'embaucher. Surtout quand vous n'avez pas vocation à scaler par l'embauche. Donc cette différence entre simplicité et facilité, c'est quelque chose de très important. Et plus vous allez chercher des problèmes difficiles que vous pouvez résoudre, opposés à facile, par des solutions simples, difficiles, simples, vous pouvez avoir des opportunités de marché extraordinaires. Alors, les problèmes sont en général évidents pour les gens qui les ont. Et alors, je vais le dire et le redire et le redire et le redire. Faites attention avec qui vous parlez de votre projet entrepreneurial. Qui sont les persona non grata avec qui ne jamais parler de votre projet entrepreneurial? Votre entourage s'ils ne sont pas la cible. Si entourage égale cible, votre seul boulot, c'est de convaincre vos amis. Et ça, je vais être très dur là-dessus. À chaque fois que quelqu'un, un entrepreneur, vient me présenter un projet dont ses amis potentiellement peuvent être clients et que l'ensemble de ses amis ne sont pas clients, c'est un projet mort. Point. Je veux dire, vous pouvez vous raconter ce que vous voulez. Si vous ciblez vos amis et que vos amis n'achètent pas, je ne vois pas pourquoi on ferait confiance à un mec qui n'a même pas réussi à convaincre des gens qui normalement auraient dû être convaincus. À minima par amitié. Donc soit ce n'est pas vraiment vos amis, soit c'est encore pire, vraiment ce que vous faites est nul à un point pas possible. Vous avez 2 cas. Soit vos amis sont vos clients, soit vos amis ne le sont pas. Si vos amis sont vos clients, le premier test, c'est à quel point massivement ils sont dedans. Si vos amis ne sont pas clients, si votre entourage n'est pas client, dans ce cas-là, chaque fois qu'un ami vient vous parler ou votre entourage vous parle, vous vous mettez en mode poisson rouge. Vous faites semblant d'écouter, mais surtout, vous ne vous faites pas influencer. Jamais. Ne vous faites pas influencer par la chose la plus coercitive du monde, des gens qui ne font rien et qui expliquent à des gens qui font quelque chose quoi faire.
Alors j'ai cette plaisanterie absolument pas drôle, mais que j'adore. C'est comme demander à un prépubère d'expliquer à un puceau comment faire. C'est vous demander à quelqu'un de biologiquement inapte à expliquer à quelqu'un qui le fait pour la première fois comment le faire. Alors vous pouvez avoir des versions sympas de ça, de vous dire oui, mais c'est mes amis, ils veulent mon bien, et après tout, ils sont intelligents, ils peuvent avoir des feedbacks. Non, personne ne peut avoir de feedback s'il n'est pas la cible. Si vous n'avez pas ce genre de discipline, vous êtes mort. Parce que vous allez passer votre temps à optimiser, non pas pour qu'est-ce que votre boîte devrait être, mais pourquoi votre boîte, non pas pour ce que votre boîte devrait être, mais pour ce que vos amis attendent de vous dans ce qu'est une boîte. Et il est fort probable que la culture de vos amis soit The Social Network ou je ne sais pas quel film dans l'entrepreneuriat, par définition. Et c'est la culture de toute personne qui n'a jamais fait de boîte lui-même. Et alors, d'ailleurs, encore pire, et ça je vous assure à quel point c'est dur, méfiez-vous de votre entourage entrepreneur. Il n'y a rien de pire qu'un entrepreneur qui conseille un autre entrepreneur. Rien. Nous, on tient un tableau à The Family où on note les entrepreneurs qui feraient des bons partenaires chez nous. C'est avec des gens qui sont entrepreneurs, mais qui pourraient passer de l'autre côté de la barre et faire des partenaires chez nous. On a 1500 entrepreneurs dans notre communauté, quelque chose comme ça. 1200, entre 1200 et 1500, je ne sais pas trop exactement le compte. On en a 3 dans le fichier. On a 3 personnes. C'est extrêmement rare. Vous voulez les 5 caractéristiques d'un entrepreneur qui conseille un autre entrepreneur? Première caractéristique, c'est qu'il ne parlera jamais de ce que l'autre doit faire, mais de ce que lui aurait aimé faire. Déjà, vous avez besoin de 10 ans de psychanalyse pour passer ça. Deuxièmement, les entrepreneurs ont tendance à expliquer pourquoi ça a marché pour eux. Et ce qui a marché pour eux est devenu une solution universelle. Parce qu'ils ne font pas la différence entre causalité et corrélation. C'est l'une des il faut être hyper discipliné intellectuellement pour réussir à conseiller quelqu'un sans être emporté par ses émotions. La troisième chose, ils ne savent jamais reconnaître les limites de leur savoir et à quel point ils sont clients ou pas. Par exemple, j'ai assisté à une scène qui m'a beaucoup amusé. On a Save My Smartphone qui a lancé un nouveau produit et qu'on a parlé à table, à dîner avec un groupe d'entrepreneurs chez nous. Et tous les mecs autour de la table ont expliqué pourquoi ce produit ne marcherait jamais au mec de Save My Smartphone. Et le mec de Save My Smartphone a répondu que tout le monde ne vivait pas à Paris, n'avait pas le revenu que ces mecs-là avaient, et que oui, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas dans cette situation et qu'évidemment, les gens autour de la table ne les connaissaient pas. Et le nouveau produit en question, qui est l'achat-vente de téléphone portable, est un carton. Mais c'est typique d'un biais énorme que les gens n'arrivent pas à sortir d'eux-mêmes et n'arrivent pas à voir le marché. Quand vous êtes entrepreneur, vous faites ce travail par rapport à votre propre marché. Regardez l'effort que vous mettez à comprendre votre marché. Pour pouvoir comprendre le marché des autres, il faut avoir une flexibilité mentale qui est relativement rare et qui est très peu présente. Et la dernière chose, c'est que les entrepreneurs ne peuvent pas s'empêcher d'être envieux. C'est un drive très important dans l'entrepreneuriat. Si vous n'avez pas une toute petite part de jalousie qui vous pousse à vouloir faire mieux que les gens autour de vous, ça n'arrive pas à porter. Le problème, c'est que ça distord le type de conseil que vous donnez autour de vous. Forcément, que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non, c'est toujours chiant d'avoir un mec qui semblait être paumé 3 mois avant et qui 3 mois après fait 10 fois vos résultats. C'est assez humain d'être embarrassé par ça, c'est assez humain d'être énervé par ça. Ce qui veut dire que vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez faire très attention. Ça ne veut pas dire que les entrepreneurs n'ont pas de très bons conseils à donner. Par exemple, une conversation qui est géniale à avoir avec des entrepreneurs, c'est comment tu diriges ta boîte et sur tous les sujets neutres. Par exemple, comment tu embauches, comment tu vires, comment tu gères ta compta, comment tu gères je ne sais pas quoi. Tout ça, les entrepreneurs sont les meilleurs conseillers du monde. Parce que comme c'est un sujet neutre et que ça ne vous concerne pas et que c'est un objet théorique, vous forcez les gens à aller vers un objet simple que les gens comprennent. Et vous forcez les gens à théoriser un petit peu. Donc faites très attention à votre entourage et faites très attention à quel point votre entourage peut avoir une influence ou pas. Donc première personne non grata, c'est l'entourage. Bernard Tapie était un zonard qui s'emmerdait chez lui, qui avait fait des petits boulots, qui avait quitté l'école, qui ne sait pas quoi. Et un jour, il est chez sa mère ou je ne sais pas qui, quelqu'un de son entourage, quelqu'un sonne à la porte et le type vient lui vendre une télé. Une télé, c'est quoi une télé?
Et Bernard Tapie fait rentrer le mec lui explique, lui montre un catalogue, lui dit voilà, c'est une télé, machin, ça coûte combien, machin. Et puis Bernard Tapie lui dit mais t'en vends beaucoup. Le mec il dit ah c'est très dur, j'arrive pas à vendre de télé, machin. Mais tu gagnes combien si tu vends une télé? Il dit bah la télé on la vend 5000 francs et moi je touche 1500 francs. Si tu touches 1500 francs à chaque fois que tu vends une télé, mais tu dois être millionnaire. Ah non, tu sais, j'en vends une par mois, ça me permet à peu près de survivre, c'est très dur, machin. Mais tu peux me ramener une télé pour que je vois? Et le mec, il dit, ouais, je peux ramener une télé. Puis le mec vient avec une télé, et il ramène la télé, et il montre à Bernard Tapie comment ça marche la télé. Il faut imaginer une époque où un mec voit une télé pour la première fois de sa vie. Et puis Tapie va voir le patron du mec et lui dit, moi, vous me donnez 10 télés pendant une semaine, et dans une semaine, je vous ramène l'argent. Il faut juste me faire confiance. Alors déjà, premier truc, il faut convaincre un mec de te filer 10 télés alors qu'une télé coûte une fortune. Je ne sais pas trop comment il se démerde, mais il se démerde, il le convainc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chez ses amis, son entourage, il va chez les gens, il sonne à la porte, il dit bonjour, je veux vous présenter un truc génial, ça s'appelle la télé. Et il pose la télé au milieu du salon. Il la branche, il l'installe, il met l'antenne, et il dit aux gens, voilà, ça marche comme ça, tu regardes et tout, ça coûte 5000 francs. Ah, 5000 francs, j'ai pas les moyens, c'est trop cher. Je sais. Écoute, je vais te faire un petit service. Ça me fait trop chier de la désinstaller, la télé. Je me suis trop fait chier à l'installer. Je suis un peu fatigué. Je reviens dans une semaine et je la désinstalle. Je te la laisse une semaine. Il revient une semaine après. Il vient chercher la télé. Le mec dit, tu fais quoi? Je viens chercher la télé. Ah non. Tu la laisses. C'est combien déjà? C'est 5000 francs. Bouge pas, je te fais un chèque. Et le mec est devenu le premier vendeur de télé de Paris. Et il a poussé ça jusqu'à ouvrir un truc qui s'appelle TV Futur, qui était le plus grand centre de vente de télé de France avec des boutiques, etc. Et il a fait faillite. Et après, vous connaissez la vie de Bernard Tapie avec des hauts et des bas. Mais je trouve cette histoire incroyable parce qu'elle montre cette histoire d'entourage. C'est que les gens n'avaient pas les moyens de payer une télé, mais il leur a fait acheter une télé hors prix, quoi. Hors de prix. Et ça a marché. Tout ce que je vous ai raconté sur le problème, réel, croissance, définissable, gros, difficile et évident, ça explique aussi pourquoi la concurrence n'est pas importante. Alors, je ne sais pas, il faudrait, d'ailleurs on a refait plein de panneaux, mais on a oublié de se le faire, ce panneau-là. Celui qui a le mieux marché étant YouCode ou YouDégage. De toute évidence, celui-là a plu. Alors, c'est un panneau pour la salle des codeurs, hein, je rassure les gens qui ne codent pas. Sinon, la moitié de l'équipe dégagerait, déjà. Mais il y a un panneau qu'on aurait dû faire, c'est « You should never look at competition ». Never. Vous ne devriez jamais regarder ce que la concurrence fait. Et je vais essayer de vous convaincre pourquoi. Quand vous regardez ce que la concurrence fait, ça produit 3 effets. D'abord, vous copiez des erreurs. Parce que vous ne savez pas ce qu'est une bonne décision ou une mauvaise décision. Au lieu de réfléchir par rapport à ce qui vous semble être le mieux et apprendre, vous passez votre temps à faire les mêmes conneries que quelqu'un d'autre. Et comme c'est les conneries de quelqu'un d'autre et pas les vôtres, vous mettez du temps à comprendre pourquoi c'est une connerie. Si vous prenez une décision entre votre décision et la connerie, il y a peu de temps. Très peu de temps. Alors que si vous faites la connerie de quelqu'un d'autre, vous mettez le temps que lui met à comprendre pour comprendre que c'était une connerie. La deuxième chose, c'est que les marchés sont tellement gros qu'il est complètement invraisemblable d'essayer de se définir par la différenciation. J'ai un exemple que je donne tout le temps. J'ai une startup qui fait un truc absurde, et ça m'arrive tout le temps. Et vous lui dites en office hour, mais pourquoi tu fais ça d'absurde? Il dit, oui, mais notre concurrent, il fait ça. Bah, pourquoi tu ne fais pas ça? Bah, parce qu'il fallait faire différent. Et bam, votre boîte est morte. Si votre concurrent fait quelque chose de bien, faites la même chose. Mais ne le faites pas parce que vos concurrents le font. Faites-le parce que vous pensez que c'est quelque chose de bien. Donc ça ne sert à rien de rentrer dans une logique de différenciation parce que les logiques de différenciation n'apportent strictement rien. Les logiques de différenciation, ça fonctionne quand vous êtes une grande boîte, que vous êtes Procter & Gamble et que vous vous demandez comment faire pour vendre une pâte de dentifrice dont personne n'a besoin en la faisant différente. Ça, c'est une stratégie de différenciation. Vous mettez du rouge au lieu du bleu parce que dans le supermarché, tout le monde est en bleu. Ça marche. Mais ça, c'est des raisonnements de l'ancien temps. Quand vous êtes en train de conquérir un marché, ça ne fonctionne pas, la différenciation. La troisième chose, c'est que la concurrence et le rythme de la concurrence ne seront jamais aussi rapides que si vous vous imposez un rythme et une concurrence
interne. Votre plus grand ennemi, c'est vous-même. Vous ne savez jamais à quelle vitesse vous pouvez aller tant que vous n'avez pas testé cette vitesse. Je ne sais pas s'il y a des gens qui courent dans la salle. Alors c'est un raisonnement très théorique que je vais faire. Comment on fait quand on court et qu'on veut améliorer ses performances? Tout simplement, on se définit un temps, on regarde le temps qu'on fait, et à chaque fois qu'on court à nouveau, on essaye de réduire le temps qu'on met pour la même distance. C'est tout con, c'est très naturel, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de prof de course. Personne ne prend des cours de course. Les gens courent. Parce que c'est un truc assez naturel de courir. Enfin, il paraît. Moi, j'ai lu La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je me suis arrêté là. Donc, le sujet, il est ailleurs. Le sujet, c'est que si vous dirigez votre boîte en vous imposant des dates extérieures au lieu de dates intérieures, vous n'allez jamais savoir à quelle vitesse vous pouvez faire les choses. Je m'explique. Si vous vous dites, je lance ma boîte et je vais faire mon produit pendant 3 mois, combien de temps vous allez mettre pour mettre votre produit? 3 mois, exactement. Et quand vous êtes discipliné, vous mettez 3 mois. En plus, quand vous ne l'êtes pas, vous mettez 6, parce que vous vous mettez 3 fois 2 en vous disant, personne ne respecte jamais les deadlines. C'est comme le bâtiment. Si vous vous dites, je lance demain, et que vous n'arrivez pas à lancer demain, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je vais lancer demain. Et puis, vous n'y arrivez pas à nouveau. Vous dites, je vais lancer demain. Vous n'y arrivez pas à nouveau. Et bien, vous mettrez quoi? Le temps minimum qu'il faut pour se lancer. Ce sera peut-être 1 semaine, ce sera peut-être 2 semaines, mais ce n'est pas un temps que vous aurez décidé, c'est un temps que vous aurez découvert. Et c'est ça le problème quand vous regardez la concurrence. Quand vous regardez la concurrence, vous n'êtes pas au rythme où vous devriez être, vous êtes au rythme de votre concurrence. Et si ça se trouve, alors vous pouvez avoir des coups de chance. Par exemple, vous êtes en concurrence face à un leader qui cartonne, et parce que vous êtes obsédé par lui, vous allez à toute vitesse. Bon, ça, c'est le cas superbe. Mais la plupart du temps, dans les startups, les concurrents sont aussi mauvais que vous. Et donc, au lieu de vous améliorer, vous simplement vous alignez sur un rythme qui n'est pas le vôtre, et à aucun moment vous améliorez vos performances. Et sport, entrepreneuriat, même combat. Vous n'imaginez pas comme réduire les deadlines a un effet magique et à quel point on peut découvrir des choses. Par exemple, l'exemple que je prends tout le temps, c'est la façon dont Travis Kalanick gère Uber. Parce que Travis, à chaque fois qu'il lance un pays, il déclare que le pays sera lancé en 24 heures. Et à chaque fois qu'il lance une ville, il déclare que la ville… Et c'est lui qui a lancé à peu près les 20 ou 30 premières villes, lui-même, en allant de ville en ville. Et il a toujours déclaré qu'il lançait la ville en 24 heures. Combien de temps il a mis pour lancer la première fois une ville? 6 mois. Et pendant 6 mois, tous les jours, il disait « Demain, je lance ». Et puis, il y avait tellement de problèmes, tellement de machins. Et puis, c'est devenu une blague en interne. C'est devenu un élément de culture. C'est devenu quelque chose que les gens chez Uber vivent. Vous savez combien de temps il faut pour Uber lancer une ville aujourd'hui? Comment? Ouais, 48 heures maintenant. Ils n'y arrivent toujours pas en 24 heures, mais ils le font en 48 heures. Maintenant, imaginons qu'on se projette 5 ans en arrière. Vous êtes chef de projet chez Uber et vous vous demandez, vous faites un BP et vous vous demandez combien de villes on peut ouvrir par mois. Est-ce que vous pensez que dans ce BP, vous pouvez écrire 2 jours et être confortable avec avoir écrit 2 jours? Vous allez forcément passer pour des cons. Vous allez forcément vous dire, c'est pas possible. Or, pourquoi ils ont découvert que c'était possible? Tout simplement parce qu'ils ont admis que c'était impossible, ils ont optimisé et ils ont découvert des optimisations qui n'auraient jamais été découvertes s'ils n'avaient pas ce rythme-là. Donc, au début, le plus beau conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais, jamais, jamais regarder la concurrence. Parce que regarder la concurrence, ça perturbe. Regarder la concurrence, ça déforme. Regarder la concurrence, ça vous met dans une logique de réponse plutôt que dans une logique de création. Regardez la concurrence, ça vous met au rythme de la concurrence et ça ne vous met pas. Et surtout, ça vous fait faire prendre des décisions à l'envers du genre « Pourquoi tu ne fais pas ça ?»« Ah ben je ne le fais pas parce qu'il y a machin qui le fait déjà. » Et ben c'est peut-être la bonne chose à faire. Et si tu ne savais pas que machin le faisait déjà, et ben tu l'aurais fait aussi. Et tu vas peut-être découvrir des choses que les autres n'ont pas découvert, ou tu vas peut-être être juste mauvais et pas marcher. C'est pas je veux dire, ne pas regarder la concurrence, ça peut faire aussi faire rater. Mais au moins, vous aurez raté pour des raisons internes. Donc vous aurez une information complète et fiable sur votre erreur. Parce qu'au moins, tous les critères seront internes et il n'y en a aucun qui sera externe. Ne jamais faire de benchmark. Jamais. C'est interdit comme mot. Si. D'ailleurs, nous, ce qu'on fait, c'est que c'est nous qui les écrivons pour nos entrepreneurs pour garder leur pureté.
Tu sais, quand un investisseur te demande ça, si tu avais un peu de courage, et si ce n'est pas la première fois que tu lèves, tu devrais lui dire ces 4 vérités en lui disant c'est ton travail, espèce de gros connard, de savoir quelle est la concurrence. Et parce que tu as besoin de remplir un mémo, tu essaies de faire croire à moi, entrepreneur, que ça a le moindre intérêt opérationnel de regarder la concurrence. Et qu'aucun concurrent, aucun entrepreneur du monde n'a jamais retiré aucun bénéfice de faire ça. Mais comme tu es trop feignant pour faire ton travail d'investisseur, tu le délègues à des entrepreneurs qui viennent en leur expliquant que ce serait inadmissible qu'un entrepreneur ne connaisse pas sa concurrence. Quand tu regardes tous les grands entrepreneurs, Zuckerberg, tu parles avec lui, tu lui dis c'est quoi la plus grande erreur que tu as faite de ta vie? S'il y a vraiment un truc que tu regrettes et en plus tu n'as rien appris. C'est-à-dire que ce n'est pas l'erreur constructive, parce que vous savez, on n'arrête pas de dire on apprend de ses erreurs. Il y a des erreurs qui apprennent rien du tout. Hein. À part qu'on a perdu du temps et qu'il ne fallait pas le faire. Hein. Il y a des erreurs constructives. Il y a des erreurs, on en tire un enseignement. Et quand vous lui dites, c'est quoi la pire erreur, la moins constructive, il dit, c'est d'avoir regardé Twitter. Il dit, on a perdu 2 ans sur Facebook parce qu'on était obsédé par Twitter. Et d'ailleurs, regardez, quand Google Plus s'est lancé, vous savez ce que Zuckerberg a fait? Il a interdit l'accès à Google Plus sur tous les ordinateurs de Facebook. Il était impossible de se connecter à Google Plus depuis Facebook. C'était symbolique. C'était ça ne nous concerne pas, qu'ils aillent se faire foutre. Qu'ils le fassent leur social network. Vous avez vu ce qu'a donné Google Plus? Ça a été un fiasco total. Avec plein de gens qui ont cru aux articles des journalistes disant que Google Plus avait de l'attraction. Juste, petite parenthèse, à chaque fois que vous voyez une boîte et que vous voyez des articles sur une boîte expliquant qu'un truc est un phénomène, mais que la boîte refuse de communiquer le moindre chiffre, c'est parce que vous savez qu'il se passe quelque chose de mal. C'est un réflexe journalistique à avoir. Quand vous voyez ce double phénomène, c'est une technique de manipulation 1 au 1. C'est votre produit ne marche pas, il faut faire croire qu'il marche, donc vous payez des journalistes amis, influencez des journalistes amis pour sortir des articles, et vous refusez de communiquer le moindre chiffre en disant « je ne sais pas d'où vient ce leak, je ne sais pas d'où vient ce truc ». Nous, on le fait à longueur de journée, tout le monde le fait à longueur de journée dans cette industrie. Ne faites jamais. D'ailleurs, vous savez, j'ai peut-être oublié de le préciser, pourquoi vous vous plantez tous dans l'analyse de votre concurrence? Parce que votre source d'info, c'est la presse. Parce que votre source d'info, encore, si vous aviez accès au Google Analytics de votre concurrent, ce serait génial. Vous imaginez une interface, vous vous connectez, vous avez toutes les boîtes qui font la même chose que vous avez toutes les datas. Là, vous pourriez prendre des décisions intelligentes. Mais vous les prenez par rapport à la presse. Et la presse raconte n'importe quoi. Par exemple, on a une boîte là, Shannon School Move, extraordinaire. Il m'a pété les couilles avec leurs concurrents, machin, je sais pas quoi, ils sont trop forts, ils ont levé 2 millions, machin. Je dis, ils ont levé 2 millions? Il me dit, ouais, ils ont levé 2 millions. Je dis, mais comment tu sais qu'ils ont levé 2 millions? Ah ben, il y avait un article dans les Échos comme quoi ils avaient levé 2 millions. Ah, il y a un article dans les Échos qu'ils ont levé 2 millions. On commence un peu à connaître le marché, on commence à avoir un pifomètre quand les gens se foutent de la gueule du monde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur société.com, j'ai téléchargé le PV d'Assemblée Générale et les mecs avaient levé 600 000 euros. Et ils ont annoncé 2 millions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un seul putain de journaliste dans ce pays qui sait se connecter à société.com. C'est un truc de dingue. Les mecs font des annonces de levée de fonds. Quand même, en France, on est obligé de publier au greffe les augmentations de capital. Vous ne pouvez pas les cacher. Et les mecs ne savent pas payer 7,50 € pour télécharger le PV. Et je lui dis, tu vois, détends-toi, ils ont que 600 000 euros. Et le mec était choqué. Alors, il a 21 ans, il découvre ce monde, et il était choqué. Et il me dit, depuis, j'arrive plus à lire un seul article dans la presse, parce que je me dis, si c'est comme ça dans notre industrie, comment c'est dans les autres? C'est le grand problème de la presse. Peut-être qu'un jour, un entrepreneur résoudra ce problème. Mais en attendant, vous ne pouvez pas comparer votre situation interne avec le storytelling des autres. C'est affreux de faire ça. C'est que vous passez votre temps à prendre dans la gueule le storytelling des mecs et vous vous comparez à votre situation interne. Et vous dites, putain, moi c'est la merde, lui ça marche d'enfer. C'est un cas très connu, c'est Stéphanie Pellepra avec Rostopolitan, où tout le monde, sa mère inclus, pense qu'elle est milliardaire et sa boîte est en cessation de paiement. Et le jour de la cessation de paiement, les Échos titrent 10 startups qui vont révolutionner la France, Rostopolitan. Ce qui est génial, elle raconte publiquement que la meilleure décision qu'elle ait prise, c'est de rompre l'omerta. D'aller dans la presse et dire ça ne marche pas, on pivote. Et ça a fait un buzz de buzz, parce que là, les journalistes ont fait, en fait, c'est la faillite. Et c'est ce qui a sauvé sa boîte. Non, mais je trouve ça complètement dingue comme histoire. Mais ça montre
où est le combat? Le combat, il est interne, il n'est pas externe. Et donc, à chaque fois que vous regardez le storytelling des autres, si le mec n'est pas trop branque en storytelling, c'est des coups à se déprimer. C'est pareil, on a une boîte là, qui était obsédée par requête Internet. Alors, des fois, on est conflicté, mais je leur ai dit, si vous connaissiez les chiffres de requête Internet sur votre business, vous seriez hallucinés. Ils font 1/10 de vos chiffres. Mais arrêtez d'être obsédé par ça, parce que même s'ils ne faisaient pas 1/10, il faut avancer par rapport à vous et pas par rapport aux autres. Et d'ailleurs, c'est les limites de la copie. Tous les mecs qui lancent un concept en copiant, leur seul objectif devrait être d'être autonome le plus rapidement possible. C'est très bien de copier, c'est très bien pour commencer, ça enlève plein de problèmes. D'ailleurs, les artistes se forment en copiant. Si vous voulez être peintre, vous copiez des grands peintres, si vous voulez être écrivain, vous copiez des grands écrivains. Mais il faut en sortir très vite. Si vous avez le malheur de copier ad vitam aeternam et de ne pas vous autonomiser, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est comme une question de journaliste. Vous savez à quoi on reconnaît un type entraîné à parler aux journalistes et un type qui n'est pas entraîné à parler aux journalistes? C'est qu'un type qui n'est pas entraîné à parler aux journalistes et répond aux questions des journalistes. Le type vous pose une question débile et vous répondez à la question débile. Résultat, vous avez une interview de merde. Dès que vous avez le moindre PR training, le mec vous pose n'importe quelle question, vous faites passer votre message. Et ça donne des interviews extraordinaires. C'est exactement la même chose avec les clients. Les clients te demandent en quoi tu fais quelque chose de différent et tu vas répondre en quoi tu es extraordinaire. Tu ne vas pas répondre à la question. Mais ce n'est pas grave, tu vas passer à autre chose. Et tous les mecs qui te demandent des benchmarks, etc., tu leur dis, moi, ce n'est pas mon boulot d'aller comparer des gens qui sont trop longs et trop mauvais, c'est le tien, fais ton benchmark, utilise les deux solutions, puis quand tu verras qu'on sera meilleur, tu n'utiliseras que nous. Point. Et si tu n'as pas cette agressivité-là et si tu n'as pas ce point-là, c'est fini. Tu ne peux pas être dans une compétition et dire oui, c'est vrai. On a un entrepreneur qui nous a dit qu'on lui dit pourquoi il a foiré un contrat. On lui a fait une intro et il a foiré le contrat. On lui dit pourquoi tu as foiré le contrat? Il nous dit ils m'ont demandé en quoi le concurrent faisait mieux et je leur ai dit tout ce que le concurrent faisait mieux que nous. Mais nous, on faisait d'autres choses mieux. Et en fait, il me dit, donc je pense qu'ils ont préféré le concurrent. Et je lui dis, non, tu n'as pas compris un grand groupe. Résultat, maintenant, ils n'ont préféré ni l'un ni l'autre. Et ils vont hésiter entre les deux pendant 6 mois. Alors que le mec, il essayait juste de se rassurer vis-à-vis de son patron. Il voulait juste entendre de ta bouche, non, mais ce qu'on fait est génial, oubliez le reste. Pour qu'il puisse aller voir son patron. Et quand le patron lui dira, alors les autres, ils disent, non, c'est bon, oubliez, j'ai vu avec des gens très fiables, c'est bon. Parce que tout ça n'est que de la psychologie. Alors effectivement, quand tu es un ingénieur très analytique et qu'on te pose une question, tu n'as pas envie de mentir. Parce qu'il dit oui, mais j'ai pas envie de mentir. Mais ce n'est pas un mensonge. Et comment faire pour que ce ne soit pas un mensonge? C'est tout simplement en sincèrement ignorant la concurrence. Si tu ne sais pas ce que les gens font, tu ne peux pas mentir. Hein. Et c'est comme ça que tu deviens très bon. Parce que tu dis la vérité. Alors, qu'est-ce que vous faites de différent des concurrents? Je ne sais pas. Mais je sais ce qu'on fait nous. Et c'est très portant, en fait. C'est très agréable. Alors moi, c'est un truc qui est un peu qui est proche chez moi de la. À chaque fois qu'à The Family, il y en a un qui a le malheur de m'expliquer qu'on devrait faire quelque chose parce qu'il l'a vu ailleurs, il se fait atomiser. C'est parce que c'est comme ça que vous gardez la pureté d'une organisation. Et parce que ça veut dire que tu as passé 1 heure à essayer de comparer de l'extérieur et c'est pas bon, quoi. Tu aurais mieux fait de passer 1 heure à réfléchir de l'intérieur. Et ce genre de discipline, ça change tout à long terme. C'est ce qui différencie les leaders des suiveurs. C'est pour ça que Pepsi ne sera jamais Coca, quoi. Les mecs peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'y arrivent pas. Et pourtant, les deux vendent de la merde. Hein. Je veux dire, regardez, quelle est la meilleure décision business que Pepsi ait prise dans leur histoire? C'est d'avoir acheté Tropicana. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, Tropicana représente 20% de leur bénéfice. C'est la plus grosse business unit. Pourquoi c'est la meilleure décision business? Parce que Pepsi a compris que le healthy serait une tendance dans la boisson 15 ans avant Coca. Et que c'est l'un des rares moments dans leur histoire où Pepsi a pris une décision, non pas en réaction à Coca, mais juste sur un délire perso, parce que le PDG était malade. C'est une histoire vraie. Le PDG de Pepsi a développé un diabète. Quand tu es le PDG de Pepsi et tu développes du diabète, tu te poses des petites questions sur ta vie, quoi. Ça te fait réinterroger plein de choses. Et il a commencé à prendre ce genre de décision, à aller dans le healthy, etc. Et Pepsi ne va pas niquer Coca en niquant Coca. Ils vont niquer Coca en allant sur un marché dont Coca n'a même pas conscience de l'existence.
Et si vous regardez en termes d'exécution marketing, quelle boîte dans le monde surpasse Coca? Quelle boîte? Aucune. Je veux dire, vous allez au cinéma, vous voyez une pub Coca, vous avez envie de pleurer, quoi. Les mecs vendent du bonheur. S'il te plaît, vous faites quoi? Je vends du bonheur. Non mais... Et ils le vendent super bien. Ils le vendent à une échelle et à un scale qui est atomisant. Qu'est-ce que tu veux courir après des mecs aussi doués? Je veux dire, tu as forcément l'air d'être un rappeur qui est de droite, quoi, tu vois. Ou de je sais pas quoi, c'est le bourgeois gentilhomme. Tiens, c'est une grande référence culturelle ce matin, je sais pas ce que j'ai. Vous voulez lire une pièce pour prendre une leçon d'entrepreneuriat, lisez le bourgeois gentilhomme. Qui a lu le bourgeois gentilhomme de Molière, là? Voilà, ça, on voit qu'on est dans un pays éduqué. On serait aux États-Unis, personne n'aurait lu. Serge, tu l'as pas lu, lis-le, s'il te plaît. Non mais c'est encore pire, espèce de feignant. Le bourgeois gentilhomme, c'est quand même une histoire extraordinaire. C'est un bourgeois qui a tout, qui a l'argent, qui a la fortune, qui a tout ça, et qui veut absolument être un aristocrate. Mais le problème, c'est qu'on est aristocrate, on ne le devient pas. Enfin, on ne rattrape pas des choses qui s'apprennent dans la prime enfance. Et au lieu de simplement vivre le bonheur qu'il peut avoir et le bonheur matériel qu'il a, il court après une chimère qu'il ne pourra jamais atteindre. Bah, c'est exactement la même chose avec ces histoires de Pepsi, Coca, de boîtes qui courent après d'autres boîtes. C'est qu'il y a juste des gens qui ont plus le swag que d'autres, quoi. Il y a juste des gens plus doués que d'autres. Il y a juste des gens plus poétiques que d'autres. Et donc, ça ne sert à rien d'aller face à ces trucs qui sont complètement irrationnels. Vous savez, la boîte qui est incroyable pour ça et qui, moi, m'a terrorisé pendant des années, c'est Microsoft. Prenez Microsoft face à Apple. Au lieu de lire Le bourgeois gentilhomme, vous pouvez regarder un film qui s'appelle Pirates of Silicon Valley, qui raconte l'histoire parallèle de Steve Jobs et de Bill Gates. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce film? Qu'est-ce qu'on voit dans ce film? On voit un Steve Jobs qui a tout pour lui. Il a la culture, il a l'intelligence, il a le good taste. D'ailleurs, l'interview la plus terrible de Steve Jobs dans sa vie, c'est l'interview où on demande à Steve Jobs de parler de Microsoft. Elle est à la fois extraordinaire et nulle. Parce que Steve Jobs dit Microsoft n'a pas de goût, et je ne le dis pas dans le petit sens du terme, je le dis in a big sense. They have no taste, no culture. Sous-entendu, c'est vraiment des sous-merdes, ces mecs. Qu'est-ce que Microsoft a fait? Microsoft a fait qu'avec des produits sous-merdiques, ils ont niqué Apple. Et niqué à un point pas possible, parce qu'ils ont compris ce qui était important, que c'était le marketing. Et au lieu de jouer sur le terrain d'Apple, ils ont été faire ce que Apple était incapable de faire. Ils ont été faire des partenariats avec des fabricants japonais et chinois. Vous voyez Steve Jobs aller faire un partenariat avec un fabricant de PC chinois? Sérieusement, vous imaginez la scène? Et au lieu, en fait, pour Apple de simplement continuer, ils ont viré Steve Jobs et ils ont mis un mec qui a couru après Microsoft. Et ça a été un renversement. C'est pour ça qu'Apple a fait faillite. D'ailleurs, quelle est la première décision que Steve Jobs a prise en revenant à Apple? Ouais, après avoir viré tout le monde et fait le boulot financier. Quelle est la première décision qu'il a prise? Oui, effectivement, mais avant tout ça. C'est vrai que ça, c'est la troisième décision. Alors, il a réduit la gamme, deuxième décision. Il a arrêté les clones, troisième décision. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant tout ça? Mais avant tout ça, vraiment, le premier truc qu'il a fait, c'est la campagne Think Different, qui est incroyable. C'est une campagne qui ne dit rien à part Steve is back. Mais vraiment, le mec, ok, on n'a pas d'argent pour faire de produits, merde. On n'a pas d'argent pour changer nos opérations, merde. On n'a pas d'argent pour faire quoi que ce soit, merde, merde, merde et merde. Pour virer les gens, il va falloir 1 an. Pour faire des nouveaux designs, il va falloir 2 ans. Comment je fais pour gagner du temps? Eh ben, on va mettre des panneaux de 7 mètres sur 8 avec la photo d'Einstein et écrit Think Different avec le logo Apple. Allez, on y va, les gars. Fake it until make it. C'est incroyable. C'est un cas historique d'abracadabra qui est passé incroyablement. Vous savez qu'à l'époque, des mecs achetaient des produits de merde Apple parce que la campagne Think Different en disant « Ouais, Steve est revenu, il faut le soutenir financièrement. » C'est pas une blague. Moi, je connais un mec qui a acheté 10 ordi Mac à l'époque, il les a jamais ouverts des cartons. Et je me souviens, j'allais chez lui, je lui dis « Mais c'est quoi ce truc ?» Il me dit « Non, non, mais c'est ma donation. » Et ta donation pourquoi? Non, mais là, Steve, il est revenu, ça a l'air d'être la merde. Je me suis dit qu'il fallait les... Hein. Et le mec, il avait un poster Think Different chez lui. C'est la première fois que j'ai pris conscience de ce phénomène incroyable
qui était que les idées peuvent soulever des montagnes, que des gens pouvaient incarner quelque chose sans rien faire. Et le problème de Microsoft après, ça a été quoi? C'est après, pendant 10 ans, ils ont couru après Apple. Le monde s'est à nouveau retourné. Quand Bill Gates est parti, parce que Bill Gates, il est incroyable pour ça. Bill Gates, il s'en fout complètement. S'il y a un mec dans le monde qui est vraiment en mode thug life, c'est Bill Gates. Ce mec, depuis son enfance, il est en thug life. C'est quand même un mec qui un jour a volé un bulldozer pour faire des courses de bulldozer, il avait 17 ans. C'est pas du tout l'image du geek que vous avez. Et Bill Gates, il a une caractéristique, c'est que Steve Jobs ne l'a jamais impressionné. Que le design, ça ne l'a jamais impressionné. Que la seule chose qui l'a impressionné, c'était de faire énormément d'argent et qu'il a toujours été le meilleur à ce jeu. Vous savez comment Microsoft DOS a été vendu? Les mecs avaient un rendez-vous chez IBM pour vendre BASIC. Vous savez ce que c'était Microsoft à l'origine? C'est la société qui a créé le langage BASIC. Je ne sais pas si des gens ici connaissent ce que c'est BASIC. C'est un langage de programmation vraiment basique. Et, et il se retrouve dans une pièce en train de vendre BASIC et le mec lui dit oui, bon, BASIC, c'est dépassé. Non, ce qu'on cherche, c'est un truc extraordinaire, ça s'appelle un système d'exploitation. Et on veut concurrencer Apple et on veut faire un système d'exploitation. Et Bill Gates dit ah bon, c'est vrai, mais nous on travaille sur ce projet en secret depuis 7 mois. Ça s'appelle MS-DOS. Le mec dit ah bon, oui, c'est un système d'exploitation. Et alors c'est à quoi comme caractéristique? Vous cherchez quoi dans... on voudrait que ça fasse ça. Incroyable. Ça fait ça. Et on voudrait que ça fasse ça. C'est vrai. Ça fait ça aussi. Et pendant tout le meeting, le mec prend des notes et ils sortent. Et tu as Paul Allen et Steve Ballmer qui en bas disent mais c'est quoi? C'est un projet sur lequel tu travailles sur le côté? Ils disent non, on n'a rien les gars. Mais tu viens de vendre à IBM un truc qu'on n'a pas? Mais ouais, mais tu m'as dit que tu avais un pote qui connaissait un mec qui avait inventé un système d'exploitation. Et ils ont été acheter Microsoft DOS pour 30 000 $ à un mec à Seattle qui avait mis au point ce truc et ils l'ont tweaké. Et vous savez qui a écrit le compilateur de ce truc? C'est un mec qui s'appelle Steve Wozniak et qui avait besoin d'un peu de pognon sur le côté. Et ouais. Donc vous voyez non, ça me fait mourir de rire. Le truc, ça montre à quel point les boîtes sont construites quand la culture est en adéquation avec ce que l'entrepreneur veut. Steve Jobs, il n'aurait jamais fait ça. Déjà, Steve Jobs, il n'aurait jamais été parlé à IBM, pour commencer. Déjà, tu ne le mets pas dans une pièce. Et il aurait préféré, lui, faire son hardware, son software, son machin. C'est un modèle. Et Apple est passé par la fenêtre le jour où Apple a arrêté d'être Apple. Peut-être qu'Apple va à nouveau passer par la fenêtre en faisant des iPad Pro. Que quand ils sortent des produits qui ont l'air d'être sortis par Microsoft, des gens peuvent légitimement se poser des questions. Et ça va être la même chose pour Microsoft. Microsoft est passé par la fenêtre. Pourquoi Microsoft va bien depuis 2 ans? Parce qu'il y a un type à la tête qui dit « Mon boulot, c'est de faire de l'argent avec les entreprises. » Qu'on soit cool ou pas cool, je m'en bats les couilles. Il est incroyable le nouveau CEO de Microsoft. Mais vraiment, moi, je le trouve extraordinaire. Microsoft est une boîte qui va beaucoup mieux parce qu'ils ont arrêté de courir après Apple. Et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que la concurrence, c'est un truc distordant parce que ça vous fait prendre des décisions extérieures qui n'ont aucune logique intérieure. Et c'est toujours caricatural d'imiter un mec qui n'est pas vous, en fait. Parce que c'est être un bourgeois gentilhomme, on passe forcément pour un con. Forcément. On ne peut pas imiter quelqu'un de l'extérieur et ressembler à quelque chose de bien. Allez, je vous embrasse. Bonne journée.